Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup Edwige. Merci Jérémy. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. Bonjour Sébastien Krebs, Fanny Wegscheider. C'est à vous en direct évidemment sur BFM TV. Moi je donne rendez-vous à tout le monde à 18h. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous et bienvenue, il est 13h sur BFM TV. Soyez bienvenus avec nous cet après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. On va évidemment parler des manifestations de ce 1er mai. Bonjour Sébastien. Bonjour Fanny et bienvenue à tous à la une après la présidentielle. Voici donc le 3e tour et il commence dans la rue en ce 1er mai. C'est en tout cas l'intention des syndicats. Mot d'ordre, le pouvoir d'achat, les salaires, la contestation de la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. Plus de 200 rassemblements à travers la France. Quelle sera la mobilisation à Paris? Nous y sommes dans quelques secondes. Un 1er mai sous forme de 3e tour très politique, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et 6 semaines avant le premier tour des législatives. Une mobilisation sous fond d'union difficile de la gauche avec ces négociations qui patinent entre la France insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et ça se voit dans les cortèges où les responsables politiques défilent en ordre dispersé ce dimanche. En Ukraine, un premier espoir à Mariupol. Après des semaines de négociations infructueuses, quelques civils ont pour la première fois pu être évacués de l'usine Azovstal, ce dernier bastion de la résistance ukrainienne. Ils ne sont qu'une vingtaine, des femmes et des enfants, et plusieurs centaines restent encore terrés dans les sous-sols de l'usine. Mais avant de développer tous ces titres, on vient d'apprendre le décès de la chanteuse Régine, l'interprète des Petits Papiers ou de la Grande Zoa. Elle fut aussi considérée comme une reine de la nuit avec les discothèques qu'elle a créées en France et à l'étranger, une vingtaine. Certaines portaient son nom, comme à Paris, près des Champs-Élysées. Régine avait 92 ans. Elle nous a quittés paisiblement ce matin à 11h, a annoncé sa petite fille. Philippe Dufresne revient sur sa carrière. Quand vient mardi, la Grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. À jamais, elle sera la reine de la nuit. Si elle est ancrée dans la culture populaire grâce à des chansons devenues cultes, Régine est avant tout une femme d'affaires qui, en 1956, ouvre sa première boîte de nuit chez Régine. Sa stratégie, afficher complet et refuser les clients à l'entrée. Je crois que les gens ne supportent pas d'être refusés. C'est vrai. J'ai compris ça très vite. Donc, j'ai décidé de faire des clubs privés. Ces gens étaient assez arrogants et ils disaient « Vous ne savez pas qui je suis ». Alors je les regardais naïvement, je disais « Mais vous non plus, vous ne savez pas qui je suis ». Et ça marche. Le tout Paris s'encanaille chez Régine. Les célébrités assurent la renommée de son établissement. Alors elle décide d'aller plus loin, d'en faire un empire international en montant des boîtes de nuit, des clubs partout. Jusqu'à 25 établissements seront franchisés à travers le monde. Il me loge et il me donne un pourcentage. Voilà. Ça dépend, c'est 5%, c'est comme la couture à peu près, 5, 6, 7%. Ses liens avec le showbiz lui ouvrent aussi naturellement les portes de la chanson. Si ses premiers titres sont signés Charles Aznavour et Henri Salvador. Laissez parler les petits papiers. C'est son amitié avec Gainsbourg qui va marquer sa discographie. Serge lui signera 17 chansons qu'elle interprétera sur les scènes du monde entier. Il m'a dit un jour, tu devrais chanter. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que tu as une voix étrange. J'ai dit non, j'ai une voix rauque. Et il m'a dit non, tu as quelque chose dans la voix de... Tu devrais chanter. Si elle s'empare du tournant disco à la fin des années 70 et signe même la version française de I Will Survive. Elle s'attachera plus à faire fructifier son empire dans les années 80. Régine rendra les clés de ses franchises en 2004, continuant quelques incursions dans le monde du disque, comme cet album de duo en 2009. Elle s'était même lancée dans sa première vraie tournée en 2015 à 85 ans, toujours prête à entonner ses classiques avec ses accessoires fétiches. Ce serait un homme, on dit ça, voilà. Et l'actualité en ce 1er mai, c'est également ce premier rendez-vous social du deuxième quinquennat Macron. 1er mai dans la rue pour les syndicats, pour les organisations et les associations, comme le veut la tradition, en forme de 3e tour cette année après l'élimination de la gauche à la présidentielle. Plus de 250 rassemblements sont prévus partout à travers la France et certains ont lieu dès ce matin. Vous voyez nos reporters qui sont sur place pour couvrir ces différents rassemblements. Et on va tout de suite aller à Paris où le cortège va s'élancer de la place de la République tout à l'heure en début d'après-midi dans 1h30. Maintenant, c'est ce qui est prévu. Boris Karlamov, on vous retrouve en direct depuis la place de la République. Est-ce que les manifestants commencent à arriver ?
Effectivement, on est encore au stade des préparatifs pour ce 1er mai sous forme de premier test social pour Emmanuel Macron, et ce, une semaine, jour pour jour après sa réélection. Alors aujourd'hui à Paris, ce sont pas moins de 20 000 personnes qui sont attendues dans le cortège qui partira à 14h30 de cette place de la République, direction la place de la Nation. Manifestation à l'appel de l'intersyndicale CGT, UNSA, FSU Solidaire, auquel se sont jointes diverses organisations de jeunesse et étudiantes, des syndicats qui réclament une hausse des salaires, la défense des services publics, la réforme des retraites, préoccupation numéro 1, vous le savez, de ces syndicats, dossier brûlant de ce nouveau quinquennat, et puis la question de la transition écologique. Partis de gauche et syndicats préparent en fait un 3e tour pour les législatives en juin. Objectif donc aujourd'hui, rassembler un maximum de personnes derrière les banderoles, un défilé particulièrement surveillé. 1500 forces de l'ordre devraient être mobilisées aujourd'hui à Paris, et pour cause, les autorités craignent des débordements. Plusieurs centaines de militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite pourraient se joindre à ce cortège. Enfin, 1 millier de gilets jaunes sont attendus aujourd'hui dans la capitale. Merci Boris Karlamov en direct de Paris avec Amine Mohamed pour BFM TV. Nous vous retrouverons évidemment tout au long de cet après-midi, et on parle de ces manifestations du jour avec Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV, mais aussi avec nos invités, et Prisca Thévenot qui nous a rejoint. Bonjour, vous êtes porte-parole La République En Marche. Tout d'abord, Emmanuel Macron a dit cette semaine qu'il souhaitait un retour au calme et à la concorde dans le pays. On a le sentiment, quand on voit le nombre en tout cas de manifestations, de points de rassemblement qui sont prévus aujourd'hui, l'affluence qui est peut-être attendue, ce sera confirmé ces prochaines heures, que ça pourrait être compliqué pour le 2e mandat du président. Alors déjà, rappelons que le 1er mai, c'est pas un jour contre Macron, mais c'est un jour pour les travailleurs, pour entendre les revendications, et c'est un jour important qu'il faut respecter. Et oui, le thème principal de cette année, mais comme souvent, ce sont la protection des droits des travailleurs et le pouvoir d'achat. Mais il y a un timing aussi, c'est à une semaine de la présidentielle le 1er mai Macron, avec des thématiques qui vont être abordées dans les cortèges. Tout à fait, mais le 1er mai reste le 1er mai, on ne va pas changer une fête et un jour aussi important pour les travailleurs. Le sujet là est d'entendre les revendications, et un certain nombre de choses ont déjà été travaillées, étudiées, ça, c'est discutées. Le discours de La République En Marche. Dans les cortèges, ça ne va pas être le même Non, ce n'est pas le discours de La République En Marche. Ce sont les promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et on l'a bien vu entre 2017 et 2022. Quand il fait des promesses, il les tient. Et je ne vois pas pourquoi ça serait différent là. Il y a des choses qui vont être mises très vite en place, et d'ailleurs qui continuent aujourd'hui. Par exemple, sur le sujet de la crise de l'énergie, les boucliers tarifaires se poursuivent. La ristourne de 18 centimes à la pompe se poursuit. Très vite, pour les pensions, les retraites, une revalorisation est attendue cet été. Il y a le chèque alimentaire. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont déjà annoncées. Maintenant, il faut aussi continuer à écouter, à dialoguer. Et c'est bien dans cela que nous nous inscrivons, parce que, je le rappelle encore une fois, le « avec vous » qu'on a beaucoup discuté pendant toute la campagne des présidentielles, c'est pas simplement un slogan, c'est une méthode, et une méthode effectivement renouvelée, qu'on affirme, qu'on confirme, c'est-à-dire de pouvoir parler avec tout le monde pour faire avec tout le monde, les Français, les corps intermédiaires, les syndicats. Anne-Sora Dubois, quels sont les échos que vous avez de l'exécutif au gouvernement, à l'Élysée? Est-ce qu'on regarde avec attention la mobilisation d'aujourd'hui dans la rue? Oui, évidemment, on regarde avec attention, d'autant plus que c'est le retour aussi des oppositions déçues du second tour de l'élection présidentielle, notamment la gauche. Il se trouve que le pouvoir d'achat est historiquement un marqueur de gauche, ça n'a pas changé, de gauche, mais aussi de la droite populiste, puisque Marine Le Pen en a fait un des thèmes principaux de sa campagne présidentielle. Donc il va falloir, on va observer aujourd'hui évidemment la mobilisation, voir s'il y a beaucoup de monde dans la rue. Ce que diront aussi les différentes formations politiques, d'autant que ces formations politiques sont en train de travailler pas simplement pour cette journée du 1er mai, mais bien pour le 3e tour, la 3e mi-temps de cette élection présidentielle en vue des législatives. Donc on verra notamment si en tête de cortège on a une réunion bras dessus, bras dessous de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts, puisque ça discute ferme. Alors il y a un certain nombre de sujets encore, des points d'achoppement entre les deux formations politiques. Mais en tout cas, ils souhaitent en faire l'idée, la réussite de ce vieux serpent de mer de la vie politique, c'est-à-dire la gauche rassemblée. C'est pas si facile. Mais évidemment, s'ils finissent par y arriver, alors c'est pas sûr qu'on aille jusqu'à un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre comme il le souhaite, parce que lui, il veut en faire vraiment le point de démarrage un peu ce 1er mai de sa course vers Matignon. C'est pas sûr qu'il y arrive. Même en alliant toutes les forces politiques de gauche, il est possible que ça ne passe pas. Mais en tout cas,
le symbole est là et la gauche est décidée à en faire un symbole fort. On verra si quelques minutes avant le début du cortège, sait-on jamais, on nous annonce un accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin, mais la symbolique est là. En tout cas, 1er mai social et politique. Vous avez abordé la question, Anne. On va retrouver Marie Gentric dans le cortège parisien pour voir justement s'il y aura photo de famille ou pas à gauche. Est-ce que les principaux leaders des partis de gauche qui sont attendus aujourd'hui vont défiler ensemble en vue des législatives? C'est la question qui se pose forcément. Alors on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais en tout cas à l'heure à laquelle je vous parle, pour le moment, non, il n'est pas prévu que les différentes forces de gauche défilent ensemble en cette journée du 1er mai. Elles vont d'ailleurs arriver à différents points de rendez-vous à différentes heures. C'est Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis qui devraient arriver en premier. Vous le voyez, le stand est déjà prêt. Un petit peu plus loin, juste après, ça devrait être au tour d'Europe Écologie Les Verts d'arriver en présence de Julien Bayou. Et puis les derniers arrivés, ça devrait être les socialistes vers 14h30, donc juste avant le début officiel de la manifestation, avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc. Alors le fait que la gauche défile comme ça de manière éclatée, ça envoie un message assez clair. Au final, la gauche n'a toujours pas pu se réconcilier. Vous en parliez à l'instant, il y a pourtant des discussions qui ont été entamées entre les insoumis, les communistes, les écologistes, les socialistes au cours des derniers jours. Mais ces discussions, elles patinent, elles s'enlisent. En gros, les forces de gauche reprochent aux insoumis une volonté d'hégémonie, leur reprochent en quelque sorte de vouloir les absorber sans tenir compte de leurs différences. Donc sauf si jamais il y a une grosse surprise, l'image que ça renvoie aujourd'hui, c'est que les gauches restent bel et bien irréconciliables une semaine après le second tour de la présidentielle. Maxime Deveau depuis la place de la République à Paris. Jean-Luc Mélenchon attendu d'ici une vingtaine de minutes aux alentours de 13h30 dans le cortège. On suivra évidemment sa prise de parole qui va être scrutée. Les images également, on verra si ces dirigeants s'affichent ensemble dans le cortège. Écoutez d'abord ce qu'a dit ce matin Adrien Quatennens, lui défilé du côté de Lille aujourd'hui. Moi, je veux être très clair avec vous. Ce que nous avons proposé à nos potentiels partenaires, ça n'est pas un accord électoral à la petite semaine, simplement pour se répartir des postes et faire croire que finalement, tout ce qui nous aurait séparés précédemment n'existerait plus. Ce que nous voulons faire, c'est un accord stratégique, programmatique, vérifier que les uns les autres prennent acte du résultat de l'élection présidentielle et du fait que c'est une gauche de rupture qui est mise en avant pour accomplir les grandes ruptures que précisément ce second tour, Macron-Le Pen, a empêché. Je crois qu'il y a un chemin pour élargir cette union populaire, c'est ce que nous souhaitons. Voilà pour ces dernières informations. Stéphane Siro, bonjour, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'être notre invité cet après-midi. Un 1er mai, on l'a vu, juste après l'élection présidentielle, tout juste une semaine. Qui plus est, après l'élimination de la gauche dès le premier tour. Et c'est une forme de troisième tour donc, qui se joue aujourd'hui, selon vous? Alors, je dis toujours des expressions comme celle de troisième tour. Je préfère parler en l'occurrence de la construction d'un rapport de force à double entrée de mon point de vue. Ce 1er mai, il peut constituer le début de la construction d'un rapport de force vis-à-vis du pouvoir qui vient d'être reconduit au travers de l'élection d'Emmanuel Macron et effectivement en vue de la grande réforme qui s'annonce sans doute à la rentrée, qui est celle des retraites. Mais aussi la construction d'un rapport de force vis-à-vis des forces de gauche dont vous venez de parler à l'instant et qui manifestement ont quelques difficultés à se mettre d'accord. Et si ce 1er mai syndical parvient à être suffisamment significatif en termes de rassemblement dans les manifestations, c'est quelque chose qui peut aussi procéder de ce rapport de force parce que d'une certaine manière, il me semble que, sauf à s'engager dans une démarche, à mon sens, assez suicidaire, ces forces de gauche se trouveront obligées par un 1er mai qui pourrait se révéler, cette fois-ci, plus significatif que les années précédentes. Donc je pense que c'est aussi une manière, potentiellement, pour les organisations syndicales et ceux qui vont défiler, d'exercer une forme de pression sur ces partis de gauche, de manière à ce que, pour le moins, ils parviennent à limiter pour eux les dégâts lors des prochaines élections législatives. Merci à vous. On va surveiller donc l'ampleur de la mobilisation dans la rue avec ces manifestations qui ont commencé ce matin dans un certain nombre de villes et à Paris. Donc cet après-midi, vous allez évidemment suivre cet après-midi en direct sur BFM TV avec toutes nos équipes dans les différents cortèges. Merci à vous, Stéphane Siro, d'avoir été avec nous cet après-midi. Ce 1er mai est aussi un rendez-vous traditionnel pour le Rassemblement national. Mais l'image là est inhabituelle
puisque vous le voyez, c'est la première fois qu'on ne voit pas un Le Pen déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Marine Le Pen a laissé la main à Jordan Bardella. L'explication du président du RN par intérim, c'est que la chef de file du RN prépare le 3e tour, les législatives. Jordan Bardella qui était tout à l'heure sur le plateau de BFM Politique. Ce qu'on a voulu dire, c'est que le scrutin n'est pas terminé, qu'il y a un 3e tour et qu'en vérité, les élections législatives sont un peu la dernière bretelle d'autoroute avant la ligne droite. C'est la dernière échéance, et les Français doivent le savoir, qui va permettre de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, à l'issue de ces élections législatives, obtient les pleins pouvoirs, obtient 450, allez, 500 députés à l'Assemblée nationale, alors il aura les mains libres pour 5 ans. Il n'y aura aucun contre-pouvoir, mais les Français doivent bien savoir que le projet d'Emmanuel Macron ne sera mis en œuvre que si Emmanuel Macron a une assemblée majoritaire dans quelques jours. On peut encore empêcher cela. Prisca Thévenot, quelle est votre réaction quand vous entendez les propos de Jordan Bardella qui était à l'instant sur notre antenne? Je l'invite à écouter ce qui va vraisemblablement être dit lors de ces manifestations et qu'on a pu déjà commencer à entendre, puisque effectivement les manifestations du 1er mai ont commencé ce matin. C'est que les gens veulent du pouvoir travailler sur leur pouvoir d'achat, qu'on protège leur pouvoir d'achat. Et donc là, Jordan Bardella nous dit que l'ensemble des mesures proposées par Emmanuel Macron dans le cadre de cette 2e mandature, eh ben, il est contre. Il est contre mettre en place la solidarité à la source. Il est contre supprimer la redevance audiovisuelle. Il est contre revaloriser les pensions de retraite dès le mois de juillet, dès cet été. Mais il est également contre avoir des minimums de retraite à 1 100 € pour tous nos retraités demain. Et donc ça, je trouve qu'on n'est plus dans une opposition pour essayer de construire, quand bien même sur certains sujets, nous ne sommes pas d'accord, et notamment avec le RN, il y en a un certain nombre, mais on est dans une opposition simplement pour s'opposer. Parce que ce qu'on voit aussi bien là, côté RN, Reconquête, mais aussi LFI, PS, etc., c'est qu'ils sont plus sur de la symbolique de survie de leur petite boutique politique, plus que de parler de la vie des Français. Et ça, c'est ce que les Français refusent d'entendre aujourd'hui. Ils ont des défis, ils ont des préoccupations extrêmement importantes, et ils veulent qu'on parle d'eux, et qu'on ne parle pas des petits arrangements entre amis. En tout cas, c'est le lancement de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, et ce rapport de force se joue aujourd'hui dans la rue à l'appel à la fois des partis de la gauche et des syndicats. On va suivre ces cortèges partout en France tout au long de cette journée. Vous voyez sur ces images les manifestations qui ont démarré en fin de matinée à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Marseille. On retournera bien sûr dans le cortège parisien dans quelques minutes. Et puis l'actualité également concerne l'Ukraine en ce 67e jour de guerre, avec cette image qui nous est parvenue, une image envoyée par le ministère de la Défense russe, qui montre cette évacuation. Impossible de vérifier encore la date, la localisation, mais il s'agirait de bus qui évacuaient cette nuit les civils de l'usine de Mariupol, cette ville portuaire de l'Est, du sud-est de l'Ukraine, où une vingtaine, selon en tout cas les soldats du régiment Azov qui sont présents sur place, de personnes auraient été évacuées. 46 selon les autorités russes, évacués en 2 convois. Il s'agirait de 2 groupes, un qui serait allé à la frontière russe et un autre, on ne sait pas encore où, peut-être en route vers la ville de Zaporijjia, qui reste aux mains des Ukrainiens. Et c'est là-bas qu'on va retrouver l'une des équipes de BFM TV, Anne-Sophie Varmont. Vous vous trouvez justement dans l'un des centres d'accueil qui est prévu, tout est prêt pour accueillir ces réfugiés de Mariupol s'ils pouvaient être acheminés jusqu'à cette ville de Zaporijjia. Les réfugiés de l'usine d'Azovstal sont attendus ici, sur ce parking. C'est le parking d'Épicentre. C'est une plaque tournante pour l'accueil des réfugiés. Le problème, c'est qu'on a très peu d'informations sur leur parcours, sur la possibilité pour eux d'avancer. À ce sujet, je vous laisse écouter un volontaire. Il s'appelle Julius. Entre Berdiansk et Zaporijjia, il y a 17 checkpoints. Les Russes font des vérifications sur ces checkpoints. Et ça prend du temps. Avant, ça prenait 3 heures pour faire cette route. Maintenant, ça prend 3 jours. Par ailleurs, le réseau est mauvais dans cette région. Donc on ne sait pas où ils sont et avec qui ils sont. Les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent les laisser passer en Ukraine ou les transporter en Russie. En tous les cas, tout est pris ici pour les prendre en charge. Vous voyez, il y a cette tente juste derrière nous. Dedans, il y a de l'aide humanitaire. Il y a aussi des médecins pour les prendre en charge et aussi les accompagner psychologiquement après ces jours à vivre dans une zone occupée. Et puis, vous avez ces bus municipaux pour les emmener dans les différentes villes où ils vont souhaiter aller. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure ils vont arriver, ni s'ils vont vraiment réussir à rejoindre cette zone de Zaporijjia.
Voilà pour ces précisions d'Anne-Sophie Varmont avec Stéphane Beaujard à Zaporijia pour BFM TV. Nous sommes en ligne cet après-midi en direct avec Maxime Yefimov. Bonjour, merci de répondre à nos questions cet après-midi. Vous êtes député ukrainien à Kramatorsk, dans le Donbass, une région où les bombardements sont intenses. On va en parler, mais tout d'abord, un mot sur la situation que l'on vient de décrire à Mariupol. Une vingtaine de civils, selon les Ukrainiens, 46 selon les Russes, ont pu être évacués pour la première fois du site Azovstal cette nuit. Est-ce que c'est un espoir pour vous? Avez-vous des informations précises sur ces évacuations? Allô. Alors, est-ce que Maxime Yefimov, je ne sais pas si Maxime Yefimov nous entend. Est-ce que c'est un espoir pour vous de voir ces civils évacués de Mariupol? Bon, on va essayer de rétablir la liaison. I don't listen to the translator, but should I speak in English? Ok, on va essayer de rétablir la liaison d'ici quelques... On va vous retrouver dans un instant, Maxime Yefimov, le temps de remettre en place la traduction. On va tout de suite voir comment se passe cette autre visite, celle à Kiev, du président ukrainien qui a reçu cette visite diplomatique surprise et d'importance, celle de la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi. Elle était ce matin dans la capitale ukrainienne, très proche de Joe Biden. Cette chef de file des démocrates est venue pour quelques jours après l'annonce par le président américain de cette nouvelle aide militaire colossale de 20 milliards de dollars attribuée à l'armée ukrainienne. Une visite saluée par le président ukrainien. Je vous suis reconnaissant tout d'abord pour ce signal puissant de soutien à l'Ukraine, de soutien puissant qui vient des États-Unis, du peuple américain et du Congrès. Ce signal est hautement apprécié par moi en tant que président, par notre équipe et par le peuple de l'Ukraine. Cela signifie que les États-Unis sont aujourd'hui des leaders de ce soutien puissant à l'Ukraine en temps de guerre contre l'agression de la Fédération de Russie. Et je tiens à vous remercier pour votre aide, pour que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté et son unité territoriale. Et nous avons rétabli la liaison avec le député ukrainien Maxime Yefimov, député ukrainien donc du côté de Kramatorsk dans le Donbass. Est-ce donc un espoir de voir ces quelques civils, même s'ils ne sont pas nombreux, être en capacité de quitter cette usine Azovstal de Mariupol? Aujourd'hui, l'opération d'évacuation des civils d'Azovstal est l'objet d'attentes constantes. Madame Vereshchuk, ainsi que nos services s'en occupent. Je ne peux pas vous dire présentement dans quelle mesure cette évacuation a été un succès. Kramatorsk est assez éloigné de l'endroit où l'évacuation se déroule. Donc vous ne savez pas encore les précisions sur le lieu de l'évacuation de ces personnes. Pour la situation plus proche de vous, donc justement à Kramatorsk, est-ce qu'on se souvient de cette gare qui avait été bombardée? Est-ce que les frappes continuent là-bas? Est-ce que les combats ils sont toujours intenses? Kramatorsk est aujourd'hui la capitale de la région de Donetsk et c'est dans la partie nord. Si on devait parler en termes de géographie, nous sommes à 250 km de Mariupol, dans la région nord-ouest. Lorsqu'on parle de la situation à Kramatorsk, je dois dire que nous ne sommes pas bombardés à l'image de Mariupol ni à l'image de Kharkiv. Nous sommes en attente de ces bombardements. Aujourd'hui, la ligne du front s'est approchée d'une quarantaine de kilomètres et les villes qui sont à 40 kilomètres de nous
aujourd'hui au centre des combats. Par conséquent, Kramatorsk aujourd'hui entend les explosions, voit le soir et le matin la fumée des incendies, entend les canonnades la nuit, mais pour l'instant, la ville vit une période pacifique relativement. La ville donc de Kramatorsk dans le calme, dites-vous, des bombardements à 40 km, ça veut dire que le front se rapproche. Est-ce que la résistance ukrainienne parvient à être suffisamment forte pour continuer de ralentir la progression russe ? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis né en 1974 et j'ai fait mes études à l'époque soviétique. Lorsque j'étais à l'école, nous apprenions pour l'histoire les épisodes de la Grande Guerre patriotique, les exemples, par exemple, d'Alexandre Matrosov, qui, au prix de sa vie, a empêché le tir et a donné la possibilité à ses confrères, à ses collègues de prendre une position. À l'époque, cela a été présenté comme un héroïsme collectif. Le 24 février, nous avons vécu le même épisode lorsqu'un matelot Skakun, je ne me souviens pas de son prénom, je crois Vitaly Skakun, au prix de sa vie, a fait sauter un pont. Aujourd'hui, la lutte du côté ukrainien rappelle la Grande Guerre patriotique, sauf qu'à l'époque, les Ukrainiens et les Russes étaient côte à côte contre les nazis. Et à l'époque comme maintenant, il s'agit de l'héroïsme collectif. Vaincre une armée pareille est impossible. Le fait que l'Ukraine pourrait défendre son pays au prix de sa vie et des combats, j'y crois. Et j'y crois fortement. Merci beaucoup pour ces mots d'espoir, Maxime Yefimov. Évidemment, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la situation en Ukraine. Voilà, on rappelle que vous êtes le député ukrainien de Kramatorsk. Nous reviendrons sur cette actualité dans notre journal de 13h30 et également, évidemment, sur cette actualité du 1er mai en France pour la journée internationale du travail. Ces manifestations en région et à Paris que nous suivrons avec nos reporters sur place et nos invités en plateau. À tout de suite. Vendredi, 19h. Samedi, 18h. Jean-Baptiste Boursier et toute l'info de la journée dans BFM TV SD. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM TV SD. Tout savoir sur les événements du week-end et débattre pour se faire une opinion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ça ? Le dimanche, 18h-20h, 2 heures, 2 invités, 2 acteurs de l'actualité de la semaine. BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. Votre programme avec Iseki, les tondeuses puissantes. Iseki, les tondeuses pro pour tous. Bon, ça peut plus durer. Il faut reprendre en main notre copro. Et imaginez un ascenseur qui fonctionne, de la lumière dans le hall d'entrée et l'interphone réparé. Avec Matera, la copro va enfin changer. Passez au syndic coopératif et économisez 30% de charge. Demandez votre devis sur matera.fr. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands ou réconfortants, ceux que vous allez aimer cuisiner ou ceux que vous allez vous empresser de savourer. Deliveroo, c'est vos restos préférés et même vos courses livrées chez vous. On se fait un Deliveroo ? Voyage, voyage. Loin de l'ennui et le jour. Voyage. Partez à la découverte de votre région en TER à partir de 9 €. Vous voulez perdre du poids ? Eh bien, avec Regimebox, c'est possible. Allez sur regimebox.fr. Ensuite, c'est simple. Vous sélectionnez le programme le plus adapté à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes gourmandes et vous êtes livré directement chez vous. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. En plus, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur regimebox.fr, regimebox.fr.
Et vous, quelle Somfy êtes-vous? Somfy, connect your home to your life. Avec Deliveroo, faites-vous aussi livrer vos courses. Retrouvez vos commerces préférés sur l'application Deliveroo. SFR présente le mariage idéal de Cléa. Oh, mariage de princesse direct. La 5G pour que tout le monde partage mon bonheur. Et dire oui à l'homme que j'aime. Oui, on s'est rencontrés il y a une semaine. Mais j'ai pas dit que c'était toi. Ah. Tu parles français? Non, c'est pas grave. Partagez votre bonheur tous en même temps avec la 5G de SFR. SFR, enjoy. Vous allez redécouvrir votre maison. Nouvelle B-Box Fibre avec Wi-Fi 6E, le meilleur des Wi-Fi partout chez vous. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. Mais saviez-vous qu'on imprime aussi ça? Et ça? Et ce menu? Et ça? Oui, bien sûr. On peut même vous aider à créer votre design. Alors, la prochaine fois que le mot imprimé vous vient à l'esprit, n'oubliez pas, avec Vistaprint, les possibilités sont infinies. Tout s'imprime sur vistaprint.fr. 13h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi. Plus de 250 rassemblements ce 1er mai pour célébrer la Journée internationale du travail. Nous suivrons les diverses manifestations qui se tiennent aujourd'hui à Paris et en région. Manifestations sur fond de pouvoir d'achat en berne, de réforme des retraites souhaitées par le président réélu. Un 1er mai social. Un 1er mai très politique aussi au lendemain de la présidentielle et avec les élections législatives en vue. De nombreux responsables politiques sont attendus dans les cortèges, notamment à Paris. Jean-Luc Mélenchon va s'exprimer dans les toutes prochaines minutes, au moment où les négociations pour l'union de la gauche patinent. Vous suivrez sa déclaration en direct sur BFM TV. 67e jour de guerre en Ukraine, 20 ou 46, en tout cas plusieurs dizaines de civils ont été évacués cette nuit du complexe industriel Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, la ville portuaire qui est quasi intégralement aux mains des Russes. Un convoi serait parti vers la Russie, l'autre peut-être vers Zaporijjia, toujours sous le contrôle ukrainien. On fait le point dans cette édition. Et puis on a appris à la mi-journée le décès de la chanteuse Régine, l'interprète des Petits Papiers ou de la Grande Zoa, considérée aussi comme une reine de la nuit avec ses discothèques en France et à l'étranger. Régine avait 92 ans, elle nous a quittés paisiblement, fait savoir sa petite fille. Défilé du 1er mai entre présidentielle et législative, tout juste une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. Et cette année, en France, plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus pour la Journée internationale du travail. Défilé à l'appel de syndicats, d'associations. 255 points de rassemblement sont prévus, selon la CGT, 20 de plus que l'an dernier. Vous voyez ces images, des manifestations suivies par nos équipes, que ce soit à Lille, à Nantes, à Marseille, encore à Toulouse et évidemment à Paris. Un porte-parole de La République en marche, Prisca Thévenot, est toujours sur le plateau de BFM cet après-midi. Anne-Sora Dubois également du service politique de BFM TV. Anne-Sora Dubois s'est présentée comme un 3e tour, ce qui se joue là aujourd'hui dans la rue. En tout cas, c'est l'enjeu que veulent y mettre à la fois les syndicats et les partis de la gauche. Oui, et on fera évidemment forcément une comparaison de la mobilisation par rapport à celle de l'année dernière. 106 000 personnes partout en France. Donc l'exécutif regardera ce soir si oui ou non, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins. Et outre la mobilisation, effectivement, c'est l'occasion. Alors, occasion un peu ratée. Jusque-là, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on verra, parce que le cortège doit s'élancer dans 28 minutes, pardon. On verra si effectivement la gauche arrive à faire banderole commune, tête de cortège commune. Mais ça discute très ferme en tout cas. On n'est pas très loin sans doute d'un accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. En ce qui concerne les autres formations politiques, c'est un peu plus compliqué. Le Parti Socialiste a suspendu ses négociations avec la France Insoumise. Mais effectivement, la gauche veut en faire l'occasion déjà d'avoir une image et une carte postale aujourd'hui en tête de cortège. Et à plus long terme, effectivement, c'était l'objectif, c'était d'affirmer une union, une forme de coalition en vue des prochaines législatives pour aller conquérir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, la 3e mi-temps de l'élection présidentielle. Jusque-là, cette image, a priori, on ne l'aura pas. Mais un cadre insoumis me disait en fin de matinée, ça ne sera pas des câlins, mais il y aura quand même des poignées de main. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas loin d'un accord, au moins avec Europe Écologie Les Verts. Même si la totalité des groupes de gauche s'allient en vue des prochaines législatives, ça ne leur garantit pas pour autant une majorité à l'Assemblée nationale. Mais
ils n'ont pas lâché l'affaire, comme on dit, si vous me pardonnez cette expression. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, veut toujours devenir le prochain Premier ministre. Ça, c'est en filigrane de cette mobilisation, de ces mobilisations qui ont lieu, donc traditionnellement, comme tous les ans, 1er mai, pour parler travail, pour parler conditions sociales, salaire, retraite. On vous retrouve, Fanny Regnault, vous êtes dans le cortège parisien qui s'élance de la place de la République et qui aura pour destination la place de la Nation. On voit petit à petit, sur ces vues aériennes, les participants se rassembler. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Quels sont les mots d'ordre que vous entendez? Et oui, il y a du monde déjà ici, place de la République, depuis 1 heure maintenant, alors que le cortège ne démarre a priori qu'à 14h30. C'est signe que la mobilisation est présente aujourd'hui pour cette traditionnelle journée de mobilisation du 1er mai. Un cortège effectivement qui pour l'instant stagne ici, place de la République, mais qui se dirigera dans le courant de l'après-midi vers la place de la Nation. Une journée particulièrement importante dans cette période qui suit l'élection présidentielle, avec des revendications de l'intersyndicale, car c'est une manifestation à l'appel de différents syndicats. Grosse mobilisation concernant les retraites. C'est vraiment la mobilisation, la revendication principale ici que j'entends dans toutes les bouches des manifestants. Et puis aussi mobilisation pour les salaires et plus largement l'emploi. Je discutais avec certains syndicats, conférence de presse d'ailleurs qui doit avoir lieu dans très peu de temps avant le début de ce cortège, et on me disait notamment on doit reprendre la main, et ça commence aujourd'hui. Ça, ce sont les mots de Benoît Teste, secrétaire général FSU. Tout se joue maintenant, nous disent-ils. Une manifestation donc qui a pour vocation de faire entendre les voix des militants juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc ce cortège qui se dirigera vers la place de la Nation. Fanny Regnault, merci à vous. Vous êtes avec Joao Alencar pour nous faire vivre ce cortège qui va donc s'élancer d'ici une petite heure maintenant de la place de la République, direction la place de la Nation. On va aller retrouver une autre des équipes de BFM TV sur le terrain cet après-midi. Anne Lorbans, vous accompagnez des manifestants qui sont justement en train de rejoindre la place de la République pour le début de la manifestation, des manifestants de la Confédération nationale du travail. Oui, c'est tout à fait ça. Ces militants et manifestants sont partis de la place des Fêtes dans le 19e arrondissement pour rejoindre très tranquillement la place de la République où va partir ce cortège intersyndical. La Confédération nationale du travail, elle aussi, très mobilisée pour ce 1er mai. Le 1er mai après la réélection de Emmanuel Macron. Et vous le voyez, ce cortège, eh bien, il est bien fourni. Les manifestants sont nombreux et présent pour ce 1er mai. Les revendications, elles sont multiples. Cela va de la semaine de 30 heures à la revalorisation des salaires. Ce cortège, il se dirige très tranquillement vers la place de la République qui se situe désormais à moins d'une centaine de mètres. Anne Lorbans en direct donc de la place des Fêtes, direction la place de la République, avec Yohann Chérifi sur BFM TV. Vous voyez à la droite de votre écran la place de la République où on a vu il y a quelques instants Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui participe donc évidemment à cette manifestation parisienne. Prisca, on voit sur ces images donc la mobilisation syndicale qui est en train de se mettre en place et les Français qui viennent, qui répondent à ces associations et à ces syndicats pour parler aujourd'hui aussi de questions d'ordre social, le pouvoir d'achat notamment qui a été la priorité des Français lors de ces élections présidentielles. Comment est-ce que La République En Marche va prendre en main ces questions prioritaires qui ont été exprimées, qui vont de nouveau être exprimées aujourd'hui? Comment est-ce que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron va axer sa question là-dessus? Bien sûr, deux volets principaux. Le volet principal, c'est effectivement revoir ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent et le réformer en profondeur. Typiquement, on parlait à l'instant de la retraite. Eh bien oui, il faut le dire, aujourd'hui, c'est de la responsabilité politique de dire que le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui va dans le mur et que nous devons le sauver. Et nous devons le sauver avec cette réforme qui est annoncée, une réforme qui va se faire sur la base de consultation, de concertation avec les Français,
au Parlement, mais bien évidemment... Là-dessus, Emmanuel Macron a progressé, a montré un signe d'ouverture, en tout cas, même sur l'âge de 65 ans, peut-être que ce sera un peu moins. Alors, il s'agit d'aller par étapes. Mais oui, nous devons le faire. Ça serait complètement irresponsable de dire aujourd'hui, ça va fonctionner, fermons les yeux, bouchons-nous les oreilles, et puis avançons, et puis on verra bien ce qui se passera. C'est irresponsable, pourquoi ? Parce que c'est un système qu'on doit aussi pouvoir léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Et donc oui, il faut le réformer. Et il faut aussi avancer d'un point de vue très égalitaire sur cela, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de retraités qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui n'ont pas des retraites suffisantes. Et donc oui, une des premières mesures, c'est d'avoir un minimum pour les retraités à 1 100 €. Et puis, il y a aussi des sujets liés à la crise que nous vivons, la crise énergétique. Les boucliers tarifaires qui ont été mis en place, la ristourne sur le carburant, vont être poursuivis parce que nous devons aussi répondre aux impératifs qui sont du contexte international. Petite question. À midi, François Bayrou a été interrogé par des confrères sur la méthode de la réforme des retraites et il a dit qu'il était en faveur d'une consultation des Français via référendum pour cette réforme des retraites. Est-ce que vous estimez vous aussi que ce serait une bonne méthode ? Alors, avant d'aller au référendum, je pense qu'il faut déjà s'entendre sur quelle sera la réforme des retraites. Parce que juste dire un référendum, on va dire très bien, mais on met quoi dans le référendum ? Donc, avant ça, il faut déjà travailler aux modalités de cette réforme. Et c'est déjà à ce niveau-là. Donc, j'ai envie de dire qu'on va plus loin que ça va commencer comment ? C'est un grand. Vous donnez rendez-vous. Enfin, vous estimez que le gouvernement doit donner rendez-vous à tous les syndicats pour une grande conférence sur ce sujet ? On va rappeler le fonctionnement déjà de notre 5e République. C'est le Parlement, des débats, des discussions, des travaux auront lieu en Parlement, en séance plénière, mais également en commission. Et puis, bien évidemment, avec des travaux qui auront lieu avec les représentants syndicaux et puis des consultations. Mais sauf que, par exemple, sur lesquelles on pourra travailler avec Philippe les Français. Martinez, on va l'écouter. Philippe Martinez, il s'exprime depuis la place de la République. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le 3e tour social, je vous l'ai déjà dit. C'est une mobilisation qui revêt beaucoup d'importance une semaine après l'élection du président de la République. Ça fait quand même, le calendrier fait que c'est une manifestation au moins autant politique que sociale. Non, c'est une manifestation pour nous sociale. Je sais que l'actualité politique est riche, mais pour nous c'est une mobilisation uniquement sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et d'ailleurs, moi je me félicite qu'il y ait une large unité syndicale, mais aussi la présence d'ONG, d'associations climatiques. Ça donne le contenu qu'on veut donner à cette mobilisation d'après l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à Emmanuel Macron ? Les messages, il les connaît. Tous ceux qui se sont mobilisés, qui sont encore mobilisés, ils revendiquent plus de salaire, des emplois de qualité, pas la retraite à 65 ans, mais plutôt la retraite à 60 ans. Les messages, il les connaît. Après, il faut qu'ils entendent les messages. C'est pas son point fort. Il a parlé d'une nouvelle ère pour ce second quinquennat. Vous espérez justement un changement d'attitude ? C'est pas la première fois qu'il parle, qu'il dit qu'il écoute, qu'il a changé. La meilleure façon de le faire changer, c'est qu'il y ait du monde aujourd'hui et dans les jours qui viennent, mobilisé dans les entreprises, dans les services. C'est ça la meilleure réponse pour, entre guillemets, lui déboucher les oreilles. Et si malgré tout il ne vous entend pas et qu'il va jusqu'au bout de son projet de réforme des retraites avec un report de l'âge légal de départ à 65 ans, est-ce qu'on peut d'ores et déjà imaginer de nouvelles mobilisations à la rentrée ? Je pense qu'il peut y en avoir avant la rentrée, comme vous dites, parce que le niveau de mécontentement, il y a les retraites, mais je pense aussi au salaire. Il est très fort et il y a beaucoup de grèves dans les entreprises. Ça n'a pas cessé pendant la campagne électorale, entre les deux tours, et ça continue encore aujourd'hui. Donc il ne faut pas jouer avec le feu, souvent on se brûle. On est une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un 1er mai qui a une saveur particulière ? Oui, c'est un rendez-vous très important pour rappeler au président de la République tous les enjeux sociaux et environnementaux que portent les salariés, le monde du travail, la jeunesse. Et il faut qu'il entende ce mouvement, ces aspirations. Donc oui, ça revêt une importance considérable ce 1er mai. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est quoi complètement ? C'est salaire, emploi, sécurité sociale et environnement.
première démonstration de force, c'est l'objectif de l'ouverture de ce quinquennat-là. C'est première mobilisation d'après élection de M. Macron pour dire les revendications elles sont sur la table, il faut savoir entendre ce que porte le monde du travail et plus globalement la population. Oui. Il y a une mobilisation qui va pouvoir continuer dans les prochaines semaines, c'est la première étape. En tout cas c'est ce qu'on souhaite et on fera tout pour que cette mobilisation elle soit entendue au plus haut niveau de l'État. Monsieur Martinez, bonjour. Il y a 2 semaines, vous appeliez à faire barrage à Marine Le Pen, donc à voter pour Emmanuel Macron. Comment on rétablit la pression? Ça, c'est votre interprétation. Donc, faites pas les questions, les réponses. Donc, recommencez la question. Alors, vous appeliez à faire barrage à Marine Le Pen. Aujourd'hui, comment on remet la pression à nouveau sur Emmanuel Macron? La pression, elle n'a jamais cessé. Vous avez sans doute noté que des mobilisations, il y en a eu avant le premier tour, entre les 2 tours, et il y en a encore. Et la démonstration est faite aujourd'hui. Je crois que la lecture que nous avons, nous, des élections présidentielles, c'est que le mécontentement s'est exprimé, les aspirations sociales et environnementales se sont exprimées. Alors soit le président de la République entend, il a l'air de dire qu'il a changé, mais c'est pas la première fois qu'il le fait, soit la mobilisation doit s'amplifier. Qu'est-ce que ça veut dire un 3e tour social? Moi je ne sais pas ce que c'est un 3e tour social. Je vous dis que les questions sociales, elles sont sur la table depuis un moment. Je pense à la question des salaires. Avec l'augmentation du SMIC, aujourd'hui, 80 à 85% des minima de branche repassent en dessous du SMIC. Il faut des réponses. Et de ce point de vue-là, le gouvernement a la main, par exemple, en reprenant une proposition de la CGT qui dit quand le SMIC augmente, il doit y avoir automaticité d'augmentation des minima de branche sans négociation. Il n'y a pas besoin de négociation. Voilà des choses concrètes que nous portons et sur lesquelles le gouvernement peut répondre immédiatement. Vous pensez que la relation entre les syndicats et le président peut changer pour ce second mandat? Écoutez, c'est à lui qu'il faut poser la question. Vous savez qu'il pendant 5 ans, il n'a pas beaucoup apprécié les syndicats. Il a même dû dire que ça ne servait pas à grand-chose. Donc, c'est à lui de changer, c'est pas à nous. Laurent Berger parle de l'organisation d'une grande conférence sociale, comme Emmanuel Macron veut l'appeler. Est-ce que vous demandez ça? Des grandes conférences sociales, on en a déjà connu. La question qui est posée, c'est pour parler de quoi et pour faire quoi? Si c'est pour nous dire je vais augmenter l'âge de la retraite à 65 ans, je pense qu'elle va être petite, la conférence sociale, et elle ne va pas durer longtemps. Si c'est pour répondre aux questions salariales, pour répondre au financement de la sécurité sociale et donc à la santé, à la retraite, oui, on peut discuter, il faut des thèmes concrets et puis qu'on écoute les propositions des organisations syndicales. Avant l'été? Le plus rapidement possible, pour donner un coup de pouce au SMIC, il n'y a pas besoin d'attendre l'été. Pour exiger que les minima de branche suivent automatiquement l'augmentation du SMIC, il n'y a pas besoin d'attendre l'été. Il y a la question des retraites aussi qui risque d'évoluer. La question des retraites, c'est le candidat Macron qui a crispé tout le monde en annonçant avant le premier tour qu'il voulait passer l'âge de la retraite à 65 ans. C'est lui qui a crispé la situation. Quand toutes les organisations syndicales dans ce pays, et c'est rare, sont unanimes contre une réforme, je pense que oui, il faut écouter et entendre. Il a changé. Mais vous me posez tout le temps la question, s'il a changé, il faut qu'il écoute et qu'il entende. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, dans ce cortège parisien qui va rejoindre la place de la Nation dans l'après-midi. Prisca Thévenot, vous avez entendu le leader de la CGT, ce n'est pas une manifestation politique pour lui. Ce 1er mai, ça reste social, ça reste environnemental. Mot d'ordre, salaire, emploi, sécurité sociale, environnement. Et puis, c'est quand même cette petite précision, cette petite adresse au président sur les minima de branche qu'il souhaite voir évoluer sans négociation d'ici l'été. Voilà, par exemple, une mesure concrète qu'il adresse en message à Emmanuel Macron. Comment est-ce que Emmanuel Macron peut entendre ça et y répondre? Il s'agit d'entendre effectivement et d'y répondre. Mais moi, ce que j'entends, et je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est que c'est un temps fondamentalement social et absolument pas un meeting politique. Et donc ça, c'est important de le rappeler. Et oui, pleinement et à 100% d'accord sur ça. Sur le sujet de l'emploi, effectivement, il l'a très justement dit, il faut que chacun et chacune puisse pouvoir vivre de son travail et pouvoir trouver un emploi. Nous avons permis de baisser le chômage de manière inédite en France avec un taux d'emploi qui est extrêmement élevé, notamment chez les plus précaires qui sont nos seniors et les jeunes. Nous devons continuer
pour aller vers le plein emploi. C'est quand même la première fois. Précise de l'emploi de qualité. Et je vous rejoins, justement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est la première fois qu'on arrive à parler de plein emploi et de pouvoir l'atteindre. Et vous avez raison, emploi de qualité, c'est-à-dire qu'il paye mieux. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Là, c'est pas que des plein temps. C'est ça la subtilité des chiffres du chômage. C'est pour ça qu'il faut continuer, parce qu'aujourd'hui, même si le chômage est au plus bas, nous avons un chômeur sur 2 qui est un chômeur de longue durée. Donc, nous devons travailler sur tous ces sujets-là. Et nous devons faire en sorte que le travail aussi paye mieux, avec la baisse de la pression fiscale qui a été commencée pendant le premier quinquennat et qui va se poursuivre. Mais également faire en sorte d'un meilleur repartage de la richesse au sein même des entreprises. Et ça, c'est une annonce qui a été faite il y a quelques semaines par le candidat Emmanuel Macron et qui va être mise en place par le président Emmanuel Macron. C'est-à-dire que maintenant, dans les entreprises, quand des dividendes seront versés, eh bien, il devra avoir un repartage aussi pour les salariés via des dividendes, des participations, des mécanismes automatiques. Donc, tout ce qui vient d'être dit à l'instant, bien évidemment, nous le partageons. Et d'autant plus qu'il s'agit de sujets qui préoccupent les Français et encore une fois, pas d'un sujet d'égo de politique. Il y a surtout cette question des retraites qui, Philippe Martinez l'a dit, a crispé tout le monde. Philippe Martinez qui prend au mot le président. Il a changé, qui nous le prouve, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui. Mais Philippe Martinez ne veut pas entendre parler de discussion sur la retraite à 65 ans. Il a dit dans une interview récemment que s'il y avait une conférence sociale à l'Élysée ou à Matignon sur la question des retraites, il n'irait pas si ça concerne l'âge à 65 ans. La CFDT ne veut pas en entendre parler non plus. Le président peut aller, le gouvernement peut aller contre l'ensemble des syndicats ? Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, déjà, la réforme des retraites telle qu'elle a été présentée par le candidat Emmanuel Macron n'est pas simplement une réforme sur l'âge de la retraite. C'est avant tout une réforme profondément sociale. Effectivement, avoir une retraite à moins de, pas justement, qui soit minimum de 1 100 € par mois pour chaque retraité, mais également voir un système plus universel, parce qu'on a aujourd'hui différents systèmes de retraite qui existent, et prendre en compte la pénibilité et effectivement les carrières longues. Tout cela, ça a un coût. Faire ça, ça a un coût. Nous devons le faire, ça a un coût. Donc soit on décide de le faire peser sur les salariés. Or, on constate aujourd'hui qu'il faut, et c'est ce qu'il disait aussi, continuer à baisser la pression fiscale sur les salariés. Ou alors on décide de rallonger l'âge de la retraite. Alors ça ne sera pas tout de suite maintenant, ça sera progressif. Et oui, il y aura un temps où on se remettra autour de la table pour dire est-ce qu'on continue ou est-ce que ça suffit à ce niveau-là. Donc encore une fois, l'enjeu n'est pas d'être borné et buté sur un âge de départ à la retraite, mais plutôt d'être factuel sur l'état du système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui et qui est profondément inégalitaire. Merci Prisca Thévenot. On va voir justement ces autres cortèges qui ont lieu cet après-midi un peu partout en France. On rappelle qu'il y a plus de 250 manifestations programmées aujourd'hui. Tour d'horizon avec nos équipes sur place à Marseille, à Lille, à Nantes ou encore à Toulouse. Vous voyez ces images cet après-midi, donc des rassemblements à l'initiative d'organisations syndicales, d'ONG, d'associations. Écoutez, à Toulouse, ce participant. C'est pas forcément contre Macron, c'est un acte où il faut qu'on nous respecte et qu'on nous paye comme il faut, qu'on puisse avoir un pouvoir d'achat, qu'on puisse pouvoir faire beaucoup de choses. Les retraites, la sécu, les hôpitaux, enfin on se bat pour tout ça quoi. Il y a des opportunités qui font que peut-être que les choses peuvent changer pour la majorité des gens ici, en France en particulier, pour qu'il y ait un peu plus de joie, de vivre ensemble, d'être un peu plus solidaire et un peu plus dans le partage des richesses. L'actualité politique sur BFM TV. Regardez ce rendez-vous. Demain, Éric Zemmour sera l'invité de Bruce Toussaint. Interview à suivre à partir de 18h50. C'est sa première interview depuis l'élection présidentielle. Demain, événement donc sur BFM TV. Venons-en à l'actualité en Ukraine à présent, au 67e jour de guerre, avec cette avancée à Mariupol. Pour la première fois, un groupe de civils a réussi à être évacué de l'usine d'Azovstal, toujours assiégée par l'armée russe. Il serait une vingtaine selon le bataillon ukrainien Azov, 46 selon l'armée russe, des femmes, des enfants évacués de nuit, probablement en 2 convois, l'un vers la Russie, l'autre vers une destination pour l'instant qui n'est pas encore précisée. Ils ont réussi à être extirpés de ces galeries souterraines de l'usine. Les détails, Guillaume Barki. Ces images diffusées par Moscou, des bus et des voitures remplies de civils ukrainiens quittent le site d'Azovstal. Selon l'agence de presse officielle de la Russie, un premier groupe de 25 riverains, dont 6 enfants, a été évacué samedi après-midi. 21 civils seraient partis avec ce convoi dans la nuit. Ce deuxième groupe est emmené à Bezymene, une ville située à l'est de Mariupol, à quelques kilomètres de la frontière russe, affirme le ministère.
Dans l'usine assiégée, ils sont encore nombreux à être retranchés. Les images, diffusées par l'armée ukrainienne, montrent une situation qui se dégrade. Des civils gravement blessés et des soignants démunis. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nos ressources sont extrêmement limitées et nous n'avons aucun moyen de les soigner correctement. À l'extérieur, les Russes continuent à mettre la pression sur ce site qui constitue le dernier bastion des Ukrainiens dans la ville de Mariupol. En quelques semaines, les bombardements ont détruit presque l'intégralité des bâtiments. Ils sont encore des centaines à vivre dans les sous-sols. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous retournons dans le cortège parisien qui va s'élancer depuis la place de la République d'ici une grosse demi-heure maintenant. Vous le voyez sur nos images en direct. Les manifestants commencent à se masser sur cette place de la République. Direction la place de la Nation. Un 1er mai en forme de 3e tour social pour la gauche avec de nombreux responsables politiques. On suivra les premières déclarations de Jean-Luc Mélenchon dans les toutes prochaines minutes. À tout de suite. Le risque pour Arthur, pompier, c'est d'aller trop vite quand on vit personne. GMF inclut donc l'assistance serrurerie 24h/24 dans votre assurance habitation Domopass. GMF, premier assureur des agents du service public. Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe, il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands ou réconfortants. Ce que vous allez aimer cuisiner ou ce que vous allez vous empresser de savourer. Deliveroo, c'est vos restos préférés et même vos courses livrées chez vous. On se fait un Deliveroo? Pour trouver le meilleur produit, il faut y mettre tout son cœur. Téléchargez l'appli Everly, sélectionnez votre supermarché préféré tel que Carrefour. Votre shopper vous livrera vos courses même dans la journée. Everly, on adore faire vos courses. Entre Saint-Étienne et Fréjus... Allez, vous angoissez pas comme ça. Non mais je lui ai fait peur avec mes sentiments là, c'est sûr. Bon, relisez-moi votre texto déjà. Juliette, depuis que nos cœurs... Camille, conductrice Blablacar, va sauver une histoire d'amour et limiter un peu le CO2. Si elle pensait juste récupérer 60 €, c'est raté. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Avec Deliveroo, faites-vous aussi livrer vos courses. Retrouvez vos commerces préférés sur l'application Deliveroo. Moi, je suis arrivé, on a parlé affaires. Et quand j'ai vu le tarif de la Massif, ça a été le bon plan. D'accord, le tarif est important aujourd'hui pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui est assuré et les avantages... La Massif, c'est vous. Vous tenez à être plus respectueux de l'environnement, vous cherchez à faire des économies,
Vous souhaitez améliorer votre confort. Votez Open Energy. Open Energy, des solutions de chauffage économique pour votre maison. Votez Open Energy. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. C'est bientôt l'heure de votre match. Soirée pizza? Mais non, c'est Vichy. Une soirée foot, c'est avec des pizzas, sinon c'est gâché. Qu'est-ce que tu racontes, Mo? Faut évoluer, c'est fini ça. C'est fini, Mo, hein. On n'est plus en 98. Hein. Bah ouais, on a regagné depuis. C'est qui, lui? Uber X, parlons bourg. Moi, je veux être très clair avec vous. Ce que nous avons... En direct sur BFM TV, le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, est en train de s'exprimer depuis la place de la République. Opposé au recul de l'âge de départ à la retraite. C'était une des raisons de notre opposition au système universel de retraite par points. Et évidemment, on ne va pas aujourd'hui accepter qu'on recule purement et simplement l'âge légal de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, je le dis très clairement, ce que je demande, puisqu'on nous parle de changement de méthode, c'est non seulement qu'on écoute notre opposition, parce que ça, je crois que tout le monde l'a entendu, mais qu'on écoute les raisons de notre opposition. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est fondé sur des analyses de ce que sont les retraites, de ce que sont les aspirations des salariés, de ce que sont les enjeux de l'équilibre démographique, de ce qu'est la situation économique, de ce qu'est la situation de l'emploi. Moi, je suis prêt à en débattre à une heure de grande écoute s'il le faut, avec le président de la République s'il le souhaite. Je suis disponible pour cela, pour que l'on comprenne pourquoi nous sommes opposés à ce recul. Ce n'est pas un progrès social qui permettrait de financer d'autres progrès sociaux, c'est un recul social, nous y sommes opposés. On est à une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce 1er mai, il a une saveur particulière? Il a une saveur particulière, bien sûr. Je ne vais pas vous dire qu'on n'est pas dans le monde réel. Il vient d'y avoir une élection présidentielle et celui qui a été élu, Emmanuel Macron, porte l'idée du recul de l'âge légal de départ à la retraite. Nous avions prévenu bien en amont, c'était déjà l'objet de notre opposition au système universel de retraite par points. Nous avions prévenu que nous y étions opposés. L'ensemble des confédérations syndicales, des syndicats ont dit qu'ils étaient opposés au recul de l'âge légal de départ à la retraite. Eh bien, je crois que si on nous parle de changement de méthode, il faut l'entendre. Et l'entendre parce que nous portons des raisons, nous avons des arguments. Ça n'est pas simplement un slogan. Ça n'est pas parce que les syndicats sont toujours contre tout. Non, nous savons de quoi nous parlons, comme nous savions de quoi nous parlions quand on parlait du système universel de retraite par points. Nous avions démontré que nous avions raison. Le président de la République lui-même avait fini par convenir que c'était un système extrêmement complexe, porteur d'inquiétude. Et bien là, c'est d'autant plus porteur d'inquiétude pour celles et ceux qui attendent qu'une chose, le moment venu, c'est de pouvoir partir à la retraite et à qui on est en train d'expliquer qu'ils devront attendre plus longtemps. Mais c'est aussi une aspiration des jeunes. Alors, on ne peut pas nous dire que les jeunes ne pensent plus qu'ils auront un droit à la retraite si on leur dit dans le même temps que de toute façon, ça sera pour dans très longtemps leur droit à la retraite. Il faut renverser l'analyse de cela. Il faut faire en sorte de reconstituer le tissu industriel, reconstituer des emplois de qualité bien rémunérés qui permettent à la fois de redistribuer les richesses qui partent trop sur les marchés financiers, sur les records en matière de dividendes versés aux actionnaires, redistribuer ces richesses aux travailleurs par le salaire. C'est à la fois le pouvoir d'achat et c'est le financement de la solidarité, de la sécurité sociale et des retraites. Est-ce que ce 1er mai, ça donne le coup d'envoi d'une série de manifestations à venir dans les prochaines semaines? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle mobilisation avec l'ouverture de ce nouveau quinquennat? Et vous savez, on ne mobilise pas pour mobiliser, on ne manifeste pas pour manifester, on ne fait pas grève pour faire grève. On le fait quand nous ne sommes pas entendus, quand nous ne sommes pas écoutés. Je n'espère qu'une chose, c'est qu'on n'ait pas besoin d'y recourir. Mais Force ouvrière est déterminée, si on ne nous entend pas, eh bien, notre droit constitutionnel, et c'est un droit reconnu à l'échelle internationale, c'est de manifester et si besoin, d'aller à la grève. Et s'il était besoin, eh bien, nous irions à la grève. Je le redis, qu'on nous entende, nous avons des raisons. Ça n'est pas une obstruction pure et dure, c'est appuyé sur un argumentaire économique, un argumentaire social. Je veux qu'on nous entende là-dessus. Si on nous entend, tout se passera calmement. Si on ne nous entend pas, ça se passera calmement et on se bagarrera pour empêcher le recul de l'âge de départ à la retraite. On a compris la réforme des retraites, dossier brûlant de l'ouverture de ce nouveau quinquennat. Quelles sont vos autres revendications aujourd'hui? Pardon? Vos autres revendications? Le pouvoir d'achat, mais vous avez compris, c'est très directement relié aujourd'hui. Trop de salariés, certains nous disent,
qu'ils sont dans une situation où ils hésitent à continuer d'aller au travail parce que ça leur coûte plus cher d'aller au travail en voiture, parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que de prendre leur véhicule. On n'est pas évidemment ignorant des enjeux de climat, mais aujourd'hui, beaucoup de salariés ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler. Évidemment, on est dans une période où on est moins impacté par l'augmentation de l'énergie du point de vue du chauffage, mais on sait que l'impact de l'augmentation à la fois des prix de l'énergie, des biens intermédiaires, fait que ça se répercute sur les biens de consommation courante. Donc beaucoup de salariés, dès le début du mois, n'ont qu'une idée en tête, comment on va finir le mois. Il faut absolument qu'on sorte de cela. Ce n'est pas possible dans une des principales économies de ce monde qu'on en soit dans cette situation. Évidemment, il y a l'impact de la guerre en Ukraine, évidemment, il y a eu l'impact de la pandémie, mais on a vu que les pouvoirs publics, le gouvernement, étaient capables de prendre des dispositions massives en termes d'aide publique. Eh bien, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est que le quoi qu'il en coûte devienne, comme j'avais alerté, un quoi qu'il en coûte aux salariés, et notamment par le biais de la réforme de l'assurance chômage ou demain du recul de l'âge de départ à la retraite ou de la contrainte sur les salaires, les pensions qui ne permettent pas de vivre correctement. Vous savez, on a une fonction publique où les professeurs d'école aujourd'hui démarrent à 111% du SMIC. Professeurs des écoles, comment voulez-vous attirer des jeunes dans les métiers de la fonction publique? La fonction publique territoriale, le service public de proximité, celui qui fait que quand vous descendez dans la rue, les trottoirs sont propres, les poubelles sont ramassées, ils sont tous et toutes contraints de patienter 10-12 ans pour espérer sortir du SMIC parce que tous les premiers échelons de la fonction publique sont rattrapés par l'évolution du SMIC. Donc voilà, il y a une attente forte sur le dégel du point d'indice des fonctionnaires aussi. Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, merci. Un peu plus de 14h sur BFM TV, le secrétaire général de Force ouvrière s'exprimait donc depuis la place de la République à Paris. Voici donc le premier rendez-vous social du deuxième quinquennat Macron. Rendez-vous que nous suivons en direct avec toutes les équipes de BFM TV sur le terrain aujourd'hui dans les différentes manifestations en province ce matin à Paris. Cet après-midi où le cortège va s'élancer d'ici quelques minutes. Nous en parlons en plateau avec nos invités. Sylvain Boulot qui nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes historien, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. William Tay également. Bonjour. Vous présidez le think tank Le Millénaire, spécialiste des questions de la droite notamment. Et Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. On entend Yves Verrier, Anne-Sora Dubois qui promet la bagarre à Emmanuel Macron sur cette question très sensible de la retraite à 65 ans. On peut discuter des retraites, mais alors surtout pas de l'âge. On a entendu Philippe Martinez juste avant qui envisage de nouvelles mobilisations dans la rue, peut-être même avant la rentrée, c'est ce qu'il a dit au micro de BFM TV tout à l'heure. Emmanuel Macron voulait de la concorde, c'est ce qu'il a dit il y a 2 jours, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Et visiblement, la promesse du changement de paradigme qui a été formulée par Emmanuel Macron le soir de sa victoire pour le second tour n'a pas tellement séduit les syndicats jusque-là. En tout cas, ils n'y croient pas trop. Il y a des mots-clés comme ça dans la préparation de cette espèce de guerre psychologique que se mènent à la fois les syndicats et le gouvernement pour préparer une grosse réforme. Et là, les mots-clés, c'est grève. C'est ce que vient de dire Yves Verrier. Il dit s'il faut aller, évidemment, personne ne le souhaite. Il faut bien rajouter ça quand même. Mais s'il faut aller jusqu'à la grève, nous irons jusqu'à la grève. Ça promet à nouveau des syndicats très mobilisés. On se souvient qu'il y a eu quand même une première mouture de cette réforme des retraites lors du premier quinquennat et que assez rapidement les choses se sont tendues, les négociations se sont tendues très vite parce qu'il y avait cet âge pivot de 64 ans. Donc maintenant on envisage 65 ans. Emmanuel Macron a commencé pas à rétro-pédaler mais à assouplir un peu son discours en disant notamment dans l'entre-deux tours si jamais ça suscite trop d'angoisse, si jamais à un moment ou à un autre on trouvera toujours moyen de discuter, on essaiera de trouver des solutions. Par exemple, chaque année du quinquennat, on augmentera de 4 mois, ce qui fait qu'on arriverait à 64 ans à la fin de ce second quinquennat et donc pas à 65 ans. En somme, il est prêt à assouplir. Mais du côté des syndicats, on a bien compris que même la réforme en elle-même, c'est-à-dire un allongement de la durée de cotisation, n'est pas envisageable pour eux. Un report du départ de l'âge à la retraite. De l'âge de départ à la retraite, n'est pas envisageable pour ces syndicats. Donc les mots-clés sont déjà lâchés, tout le monde est bien positionné sur ces différentes postures. Et en réalité, cette réforme est annoncée longtemps avant
et c'est un peu le problème pour l'exécutif, ça a été le cas aussi lors de la première version, c'est que quand elle est annoncée très longtemps avant, elle laisse aux syndicats le temps de s'organiser, de se mobiliser. Alors, petite précision concernant Yves Verrier, il ne sera vraisemblablement plus là pour la prochaine réforme des retraites parce que en mai prochain, il y a le prochain congrès de Force ouvrière et il n'est pas candidat à sa propre succession. Mais enfin, on lui fait confiance pour passer le mot à son successeur. Sylvain Boulouc, spécialiste des mouvements sociaux, vous êtes aussi auteur de Le Pen, le peuple chez Atlante. Quand on entend notamment Yves Verrier, et puis c'était un peu le même son de cloche chez Philippe Martinez il y a quelques minutes, on comprend bien qu'il y a la question des salaires, le mot-clé de la retraite, de l'âge de départ à la retraite qui cristallise, mais il y a aussi les salaires, c'est là que je voulais en venir, qui reste l'un des points centraux de ce pouvoir d'achat qui continue de préoccuper les Français, même après l'élection présidentielle. C'est relativement normal, parce que le but des centrales syndicales est de défendre les intérêts matériels et moraux des salariés. Donc à partir de ce moment-là, il peut y avoir un conflit entre le gouvernement qui propose un certain nombre de réformes et ces centrales syndicales qui n'ont pas la même vision et qui arrivent avec d'autres propositions et d'autres possibilités, enfin d'autres options qu'ils soumettent au gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que les partenaires sociaux se mettent autour de la table pour discuter, ou est-ce que l'âge qui a été fixé, donc, présidentiellement parlant, est déjà n'est pas une condition mais est une obligation. Oui, Bruno Le Maire disait que ça pouvait éventuellement passer par un 49.3. Et à partir de ce moment-là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de discussion, il y aura un conflit. Alors reste à déterminer l'intensité de ce conflit. Ce ne sont que des sondages, mais pour l'instant, les sondages semblaient montrer une très forte opposition de la part de la majorité de la population à l'âge du départ à la retraite. Donc il y a cette dimension-là, et puis il y a la deuxième dimension qui est importante, et si on fait bien attention, c'est plus les salaires que le pouvoir d'achat, ce qui ne veut pas dire la même chose, salaire et pouvoir d'achat. Et les différentes centrales syndicales, là aussi, sont en train de dire on peut changer les choses en augmentant des salaires, et deuxième chose, en redynamisant le tissu industriel, puisque plus d'emplois veut dire plus de cotisations sociales, et donc pas forcément un recul de l'âge de départ à la retraite. Sur le plan politique, c'est aussi un enjeu de cette journée du 1er mai, au lendemain de la présidentielle. Les leaders de la gauche vont se montrer aujourd'hui dans les cortèges, et on attend dans les minutes qui viennent Jean-Luc Mélenchon dans le cortège parisien. Marie Gentric, son arrivée nous est annoncée comme imminente. Oui, exactement. Jean-Luc Mélenchon devrait arriver d'ici quelques minutes maintenant. On nous a dit qu'il arriverait vers 14h10, 14h15 maximum. Donc Jean-Luc Mélenchon, très attendu. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines même de militants qui l'attendent. Alors il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui est présent politiquement parlant à cette manifestation. Europe Écologie Les Verts est également au rendez-vous, et les socialistes aussi devraient arriver d'ici peu. Alors on peut remarquer que les différentes forces de gauche ne vont pas défiler ensemble, elles vont défiler séparément. Et ça, c'est parce que pour le moment, les discussions entre les différentes forces de gauche restent assez compliquées. On le rappelle, depuis plusieurs jours, les Insoumis discutent avec les socialistes, avec les communistes, avec les écologistes, pour essayer de mettre au point un accord en vue des législatives. À plusieurs reprises, on a cru qu'un accord allait avoir lieu. Finalement, ça a été non. Donc disons que les discussions sont extrêmement compliquées, mais pour les Insoumis, tout espoir n'est pas encore à abandonner. Écoutez ce que nous disait Manon Aubry à l'instant. Je pense qu'on n'en est pas loin. Aujourd'hui, il y a une volonté commune autour d'un programme partagé, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 € net, la désobéissance aux règles européennes quand c'est nécessaire, le blocage des prix de première nécessité. Tout ça, aujourd'hui, s'est réuni. On est prêt à avoir une stratégie commune pour cette élection, à avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et enfin à changer la vie des gens. Il reste quelques petites choses à affiner, mais je pense que les quelques heures qui nous séparent de peut-être demain pourront nous aider. En tout cas, avec notamment les écologistes, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies, et je ne comprendrais pas qu'un accord ne puisse pas se conclure dans la journée ou dans la nuit. D'ailleurs, Manon Aubry nous le disait, si les Insoumis croisent des socialistes, des écologistes ou des communistes pendant la manifestation, ils iront les saluer et discuter avec eux. Merci Marie Gentric, en direct de Paris avec Maxime Deveau dans ce cortège qui part de la place de la République d'ici un quart d'heure pour rejoindre la place de la Nation. Et donc cette prise de parole, Anne-Sora Dubois, de Jean-Luc Mélenchon qui devrait intervenir dans les prochaines minutes, alors qu'on le rappelle,
On est toujours en train d'essayer de trouver un accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts à minima, pour essayer de créer cette union de la gauche, parce que du côté des socialistes et des communistes, c'est un peu plus compliqué. Alors du côté des socialistes, c'est même totalement suspendu à l'heure actuelle, même si le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, continue à dire peut-être qu'à un moment il faudra quand même qu'on discute. Mais oui, c'est très compliqué avec le Parti Socialiste, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a redonné une interview auprès de nos confrères du JDD hier, dans laquelle il disait de toute façon, on ne va pas remettre tout à zéro maintenant, étant donné le fait qu'ils sont sortis des négociations. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ils ne reviendront pas dans les négociations. En fait, Jean-Luc Mélenchon profite, et c'est d'ailleurs le reproche qui lui est adressé par d'autres formations de gauche, qui lui reproche de vouloir se donner un rôle hégémonique. C'est lui qui est arrivé en premier, donc il utilise la force que ce second tour de l'élection présidentielle lui a donnée. En tout cas, côté effectivement Parti Socialiste, c'est compliqué, même si, dit Olivier Faure, on continue à discuter, on ne désespère pas d'arriver à un accord. En revanche, il y a une mise en garde qu'adresse Jean-Luc Mélenchon quand même. Il dit c'est un peu à nous aussi de faciliter, d'être facilitant dans les négociations avec les autres formations de gauche. Il dit pas souvent ça, Jean-Luc Mélenchon, donc c'est quand même à signaler. Et il dit une forme de mise en garde adressée donc aux autres formations de gauche. Les gens n'accepteront pas deux fois de se faire voler la victoire, dit Jean-Luc Mélenchon, par ceux qui refuseront de construire cette nouvelle majorité. Les mauvais perdants seront jugés sévèrement. C'est une façon de dire aux autres formations de gauche qu'ils ont tout intérêt à trouver un accord avec la France Insoumise. Cela dit, c'est pas si simple. Il y a un point d'achoppement, Marie Gentric en parlait tout à l'heure, qui est sur l'Europe. La désobéissance aux traités européens, ça c'est vraiment un point d'achoppement très fort, notamment avec le Parti Socialiste, mais aussi dans une certaine mesure avec Europe Écologie Les Verts. Il y a d'autres formations. C'est une proposition de la France Insoumise. Absolument, ça fait partie des 12 marqueurs symboliques que Jean-Luc Mélenchon a mis dans son programme. Et il y a notamment non seulement des formations de gauche qui sont un peu rétives à cette idée, mais en plus le reste de la classe politique qui dit à ces formations de gauche, si jamais vous faites ça, vous sortez du champ républicain en quelque sorte, parce que ça veut dire que vous dites non à l'Europe, donc vous basculez du côté du Frexit. Et c'est un très gros point d'achoppement. C'est sans doute ce qui a fait qu'aujourd'hui, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ne manifestent pas en tenant la même bannière en tête de cortège. Pas encore, c'est en bonne voie, mais pas encore. On va surveiller les images et les signaux qui pourront être envoyés. Jean-Luc Mélenchon, donc attendu dans les toutes prochaines minutes, place de la République. Vous voyez ces images en direct de nos équipes sur place. On y retourne bien sûr dès que le leader insoumis arrive sur cette place. Vous voyez ces images de toutes ces manifestations qui ont eu lieu dès ce matin dans différentes villes en région, à Lille, à Nantes, à Marseille, à Toulouse. Adrien Portron, on vous retrouve du côté de Nantes où cette manifestation est en train de s'achever. Est-ce que la mobilisation a été importante ? Oui, mobilisation massive aujourd'hui ici à Nantes pour cette manifestation du 1er mai. Plus de 4000 personnes selon les organisateurs. Et vous voyez sur ces images de Jérémy Laclanche, cette manifestation s'est terminée il y a environ 1 heure. C'était une manifestation dans la bonne entente. C'était bon enfant aujourd'hui. On a pu rencontrer différentes personnes. Le mot d'ordre était clair aujourd'hui. Faire entendre leur colère au président fraîchement réélu Emmanuel Macron. On a pu discuter avec certains, je vous propose de les écouter. Je suis dans une forme de précarité aussi, même si je me fais aider. Je fais des petits boulots à côté pour m'en sortir, faire mes courses, me nourrir décemment, sans manger des pâtes tous les midis, payer mon loyer, avoir un toit sur la tête, pouvoir faire des activités culturelles. Aujourd'hui, quand on a fait une semaine de 35 heures ou de 40 heures de travail dans les espaces verts, en ce qui me concerne, on voit bien que c'est extrêmement difficile. Avant 50 ans, il y a déjà un certain nombre de collègues qui ont des troubles musculo-squelettiques, qui ont des tendinites. Une manifestation malgré tout perturbée par un groupuscule d'une vingtaine de personnes. Quelques dégâts sont à déplorer dans le centre-ville de Nantes, notamment des vitrines de magasins cassées, mais la situation est rapidement revenue à la normale et cette déambulation a pu se terminer dans le calme. Adrien Portron en direct de Nantes avec Jérémy Laclanche pour BFM TV. Donc cette manifestation qui se déroule globalement dans le calme. On retourne à Paris où Jean-Luc Mélenchon s'exprime. Dire qu'ils sortent de la loose pour vos partenaires, c'est une bonne stratégie pour conclure un accord? Oui, excellent, pas de problème. Leur taper dessus? Oh, tout de suite. Ils font la culture permanente de la arrêtez défaite. de faire l'étonner, ça fait 10 jours, nuit et jour, alors c'est bon quoi. C'est Mélenchon qui fait une petite pause ici. Et voilà. Excusez-moi, on va avancer, pardon. Allez les gars, merde, vous mettez déjà 1 million de fois en photo. T'as raison Jean-Luc, on t'aime. Jean-Luc, on t'aime. Qu'est-ce qu'elle dit? Tranquille. Allez, T'as raison.
Jean-Luc, le meilleur. Dans cette foule compacte, et les journalistes qui essayent d'approcher Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de monde, c'est difficile évidemment de l'approcher. On reviendra vers lui dès qu'il prendra la parole dans quelques minutes. William Tay est avec nous cet après-midi, président du think tank Le Millénaire. On voit cet après-midi cette mobilisation importante à Paris, mais aussi dans les villes de région, avec cette dimension sociale très forte exprimée par les syndicats, par les associations présentes. Et donc ces mots d'ordre qui sont adressés directement au président réélu cet après-midi. C'est ça l'enjeu aussi, il faut qu'ils les entendent vraiment. En fait, le message peut être résumé de la façon suivante. C'est-à-dire que pour le second tour de l'élection présidentielle, ils voulaient battre Le Pen et après, pour le troisième tour, ils veulent combattre Emmanuel Macron. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Et ce message est résumé par deux grands angles. La question de la réforme des retraites et la question du coût de la vie, / pouvoir d'achat, / salaire. Et en fait, si on prend un seul sujet sur la question des retraites, Emmanuel Macron, comme vous l'avez souligné, ne pourra pas négocier avec eux. Parce que de toute façon, les syndicats doivent défendre les intérêts des salariés. Ils ne peuvent pas retourner auprès des élections professionnelles en disant qu'on a accepté un accord avec le gouvernement pour faire reculer la question du départ de l'âge à la retraite. Donc il ne pourra pas négocier dessus. Si par cas Emmanuel Macron aborde la question différemment et propose un package global, non pas négociant uniquement sur la question des retraites, mais proposant une négociation globale à la fois sur la question des salaires ou même sur les conditions de travail, peut-être qu'il y aura des points d'accord sur différents sujets, notamment parce qu'on sait que l'inflation est assez élevée et qu'en plus le gouvernement ne doit pas contraindre les salaires dans la mesure où s'il veut relancer l'activité, on a vu une croissance à environ 0% au premier trimestre, donc s'il veut relancer l'activité, il faudra donner un coup de pouce, notamment pour faire redémarrer la consommation. C'est le deuxième élément. Sur la question de la réforme des retraites, de toute façon, il ne pourra pas négocier sur la question. Quand on prend l'ensemble des réformes des retraites, donc menées par Nicolas Sarkozy, Éric Woerth en 2010, ou même par François Hollande qui l'avait mené en 2014-2015, non pas sur la question de l'âge, mais sur le recul du nombre d'années d'annuité, donc de cotisation, il n'y a jamais eu d'accord avec les syndicats dessus. Donc il sera obligé en quelque manière, et c'est un peu ce qu'avait dit Bruno Le Maire, de le passer en force sur cette question-là. Et donc du coup, Emmanuel Macron doit prendre tout ce contexte-là, en sachant qu'à la fois il a les élections législatives dans un mois et demi et que son score n'est pas si élevé que ça, parce qu'il a fait 28% au premier tour de l'élection présidentielle, qui est un score très élevé, et qu'en 2017 il avait fait 32% aux élections législatives, et un premier sondage Harris Interactive le place plutôt à 24%, donc plutôt en recul, et se posera la question s'il a une majorité absolue ou pas. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, avec la période d'inflation et ce qu'on dit la Fed, donc la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, Emmanuel Macron doit conjuguer l'intérêt à court terme, donc de donner un pouvoir d'achat aux salariés, mais en même temps assurer la stabilité budgétaire à long terme. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui prend